Bonjour, bienvenue sur Leçon de Victoire, le podcast des réussites professionnelles au féminin. Nous vous proposons d'écouter des témoignages de femmes que nous considérons être des rôles modèles par leur trajectoire professionnelle et par leur comportement au travail. Ces femmes nous semblent à la fois inspirantes et accessibles. Dans certains épisodes, ce sont des spécialistes du travail au féminin qui viennent partager leur expertise et leurs convictions. Nous sommes convaincus que vous trouverez dans leur partage d'expériences des clés pour développer votre propre parcours professionnel. Je suis Perrine Corvézier, avec ma complice Amélie Dac, que vous entendrez sur d'autres épisodes. Nous avons fondé Human Learning Expedition ou HLX. HLX est le cabinet de conseil et de coaching qui accompagne les réussites professionnelles, individuelles et collectives en cultivant les comportements qui mènent au succès. En parallèle de ce podcast, et également sous le nom de Leçon de Victoire, HLX propose une offre de modules d'auto-coaching audio-guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle. Rendez-vous sur le site leçondevictoire, toutattaché.com pour voir en détail comment nous aidons les femmes à dépasser les difficultés qu'elles rencontrent au travail et à se réaliser pleinement. Ça, c'était nous. Et vous qui écoutez le podcast Leçon de Victoire, vous avez un rôle très important si vous aimez ce que vous entendez, celui de faire rayonner ce podcast. Parlez du podcast Leçon de Victoire autour de vous. Commentez et notez cet épisode avec les fameuses 5 étoiles qui permettent d'inspirer encore plus de femmes, de les guider dans leur évolution professionnelle, de leur signifier qu'elles ne sont pas seules à rencontrer des difficultés dans leur carrière de femme et de leur soumettre des comportements inspirants. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Ça m'empêche pas d'avoir besoin, d'avoir un petit défouloir et de raconter ma vie. Et donc là, j'ai ma mère, mon père et mon mari. C'est les proches, c'est les plus proches. Ceux qui comprennent rien à ta vie professionnelle, en fait, je trouve que ça t'oblige à la vulgarisation et ça t'oblige à prendre du recul quand tu leur racontes. Notre invitée est Sophie Robert-Velu. Sophie se décrit comme la maman de 2 garçons, la femme de David, puis comme la directrice générale en charge des opérations dermocosmétiques chez Expansience, un laboratoire qui possède, entre autres marques, la marque Mustela. Elle y dirige le business et pilote les filiales. Elle a pris ce poste il y a moins de 2 ans, après une carrière à l'international chez L'Oréal. Suivez-la sur LinkedIn pour connaître son actualité et ses prises de position. C'est une femme qui a décidé d'être et de rester libre professionnellement que j'ai rencontrée. Cette attitude lui a permis de tracer la trajectoire professionnelle qui correspondait à ses souhaits qu'elle a su exprimer. Vous l'entendrez parler des défis qu'elle relève pour la marque Mustela et de son attitude vis-à-vis des équipes, des succès qu'elle partage, de sa vision du rôle de manager et des moyens qu'elle se donne pour relativiser. Avec sa voix souriante et légère, elle diffuse une énergie qui, je l'espère, vous inspirera. Bonne écoute. Bonjour Sophie. Bonjour. Enfant, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier ? C'est une bonne petite question qu'on m'a pas posée depuis longtemps. Quand j'étais petite, j'ai voulu être architecte pendant assez longtemps. Architecte, designeuse, parce que je trouvais qu'à la fois tu construis des choses, t'as des contraintes techniques qui m'intéressaient pas mal, et puis quand même il y a l'idée d'une forme d'harmonie, d'esthétique, puis les gens vivent dans les maisons ou dans les immeubles, donc j'aimais bien ça. Je me suis pas mal projetée dans l'architecture mais vraiment toute petite, Après assez vite je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, imaginons que tu sois en réunion avec des gens que tu ne connais pas, quand vient ton tour de te présenter, qu'est-ce que tu dis ? Moi j'aime bien dire quelle femme je suis avant de dire quelle professionnelle je suis. Donc plutôt une question de valeur, de ce que j'aime dans ma vie, mes passions, ce qui me fait courir plus que mon job. Et puis j'aime chanter, j'aime manger, j'aime boire du bon vin, j'aime recevoir des gens. Et donc c'est cette convivialité que j'essaye de faire ressortir avant le reste, avant le pouvoir ou avant la hiérarchie ou les achievements comme on dit. Tu utilises ton titre ? Non. Ça c'est assez féminin sûrement, mais
j'ai plutôt tendance je me suis beaucoup battue contre des managers qui justement avaient tendance à m'appeler par mon prénom et à dire que je m'occupais d'un truc au lieu de dire mon titre. Mais c'est vrai que quand je me présente, étant donné que souvent maintenant il y a un peu cette idée du cadre et du supérieur hiérarchique qui fait un peu peur, j'ai plutôt envie de jouer l'horizontalité. Donc je vais dire plutôt quels sont mes défis, ce que j'ai en charge, plutôt que de dire je suis directeur, voilà, et je suis au-dessus de vous. C'est ça que j'évite. Alors justement, tu devances mes questions. C'est quoi ton objectif professionnel et après quoi tu cours au quotidien? De manière générale, je trouve c'est difficile de répondre à une question comme ça. De manière générale, j'aime bien être spécifique en ce moment, on va dire, et pour les années qui viennent. J'ai pris une mission et c'est une mission où j'ai à la fois un très beau patrimoine entre les mains, qui est une marque que j'admire, que je trouve belle et qui est hyper ancrée, qui a su évoluer sur ses valeurs. Et c'est vrai que Mustela, c'est pas une marque que je connaissais très bien, je la connaissais de nom comme tout le monde, mais plus je l'étudie et plus je trouve qu'elle a une richesse, une profondeur et une capacité aussi d'accueil des différences, d'acceptation de l'autre, que toutes les marques n'ont pas. C'est pas une marque ayatollah du tout. Et du coup, ce patrimoine-là, je me suis donné comme mission de l'accompagner, de lui faire passer l'épreuve du temps, de la réactualiser, de lui donner, on va dire, une intemporalité qu'elle avait peut-être un peu perdue. Donc ça, c'est une mission principale, et de le faire justement en accompagnant des équipes qui n'attendaient que ça, qui adorent ce patrimoine-là, qui sentent qu'il y a un vrai enjeu de faire passer nos valeurs de Bicorp, de RSE dans le groupe dans lequel je travaille, mais ils ont besoin pour ça que leur marque soit représentative de ces valeurs. Et aujourd'hui, il y avait, quand je suis arrivée en tout cas, cet inconfort des équipes. Donc ils comptent sur moi pour leur faire passer ce cap. Donc ça, c'est un de mes objectifs principaux. Et puis accompagner les équipes justement dans la modernisation de nos moyens, dans les évolutions de nos business models. On est dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement de complexité, de modifications permanentes. On est dans un doute qui s'arrête jamais, et ça fait peur. Et les équipes ont besoin que, à la fois, je peux pas leur enlever les doutes, parce qu'en fait moi aussi je doute en permanence et j'aime bien douter, parce que cette remise en question, elle nous permet de pas nous encrouter, de pas faire d'erreurs. Mais c'est leur donner la confiance sur le fait que, ok, vous allez douter, vous allez changer des fois de direction, prendre des virages, prototyper des choses, vous planter, mais c'est pas grave. Et je pense que ça, c'est des choses qu'on faisait pas forcément dans mon entreprise avant, et qu'aujourd'hui, leur enlever la peur qui paralyse, c'est la première chose que je me suis donnée à faire avec eux. Tu le fais comment? Tu peux me donner quelques exemples? Bah déjà, c'est de leur dire que c'est pas grave s'ils se plantent. Et c'est pas forcément quelque chose auquel ils sont habitués. Leur dire que c'est dans l'erreur, la petite erreur, que on apprend. Et moi-même accepter aussi de dire quand je me suis trompée. Et ça, c'est finalement assez rare, hein. Moi, je viens d'un groupe avant où le top manager refusait systématiquement d'être mis en défaut. Et ça m'a jamais posé de problème de dire ah oui, bah effectivement là-dessus je vais changer d'avis parce que tu m'as convaincu, ce que tu me dis est tout à fait pertinent, donc on y va, faisons comme tu as dit. Et ça ne me pose aucun problème. Mais ça surprend beaucoup les gens. Donc il y a une valeur d'exemple qui compte, je pense, dans ma méthode. Et puis aussi essayer d'alléger le poids. Je m'explique. Pendant hyper longtemps, quand j'étais avec des équipes qui me disaient ah là, c'est la catastrophe, on a un produit qui a planté en industrialisation, on pourra pas le lancer à temps, on va prendre 2 mois dans la vue, etc. Je disais enfin bon, on fait des crèmes quoi. Donc en fait, ok, la crème va pas sortir au mois de mars, mais au mois d'avril. So what, c'est pas très très grave. Et cette prise de recul, quand tu l'as et que t'es un jeune chef de produit, bon bah tes boss te regardent comme si t'étais un hurluberlu absolu qui a pas conscience des enjeux, mais de fait ça ne m'a pas porté préjudice plus que ça, puisque j'ai pu avancer dans ma carrière, et j'ai toujours essayé de garder cette prise de recul et cette légèreté, aussi parce que je vis avec un compagnon qui bosse
sur des problématiques sociétales plus lourdes, hein, sur des gens qui souffrent au quotidien. Ça me permet de prendre du recul, de garder ce recul. Mais ça c'est une des clés de la réussite, c'est de dire aux gens, ça va, en fait, il y a pas mort d'homme, on prend une pause, on cherche à trouver le pourquoi de l'erreur qui s'est produite, et on avance. Et on va pas... il y a une expression en portugais que j'utilisais pas mal quand j'habitais au Brésil, qui était « on va pas pleurer sur le lait renversé ». Et je la trouve très juste, cette expression. Est-ce que tu fais cela par inspiration? Est-ce que d'autres personnes t'ont inspiré? Et ma question, c'est est-ce que tu as un rôle modèle? Ouais, j'ai un premier rôle modèle qui est tout con, hein, mais c'est ma mère. Ma mère, elle a toujours travaillé dans ce qu'on appelait à l'époque des entreprises d'insertion. Aujourd'hui, on va parler d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, elle embauchait dans ces entreprises des personnes qui étaient issues de milieux difficiles, des sortants de prison, des jeunes qui étaient en échec scolaire, etc. Et néanmoins, même si c'était dans le social, comme on dit, en fait, elle a toujours été une businesswoman. Mais elle me l'a jamais présentée comme ça, c'est rigolo, parce que j'avais toujours tendance à dire mes parents sont travailleurs sociaux, alors qu'en fait, quand j'ai réfléchi a posteriori, ma mère, elle a monté des boîtes tout le temps. Elle a monté des restaurants plein de fois, elle a été patronne d'une entreprise de plâtrerie peinture, elle a été patronne d'une entreprise de déforestation de bûcheronnage, alors qu'elle était en petit talon, etc. Et je pense que c'est un rôle modèle pour moi parce que justement, elle avait le poids de ses responsabilités, mais en même temps, comme c'était avec des publics en difficulté, elle avait cette capacité à se dire, ok, en fait, ne perdons pas de vue ce qui est vraiment essentiel dans ce qu'on fait dans notre activité. C'est d'aider ces mecs à se réinsérer, à trouver leur voie. Et tant pis si ça merde à un moment. Et ce recul-là, je pense que il me vient d'elle. Et après, on peut avoir des rôles modèles masculins aussi. Donc, j'ai un père qui lui avait beaucoup d'humour toujours et il l'aidait. Je les voyais qui discutaient beaucoup, qui ping-pongaient le soir et il l'aidait beaucoup à prendre du recul aussi. Et on a trouvé cet équilibre avec mon mari, à beaucoup se raconter nos vies. On a même, quand j'étais chez L'Oréal, on a eu la tentation d'écrire un one-woman show avec David, mon mari, juste pour la blague, parce qu'il y avait des situations dans lesquelles on était qui étaient ridicules parfois, et essayer de, voilà, toujours avoir ce moment, cette purge du soir quand on rentrait pour prendre du recul. Et puis après, c'est rigolo, mais j'ai lu pas mal de bouquins de marine quand j'étais gamine, avec des aventures de capitaines anglais qui faisaient des batailles navales, etc. Et c'est des personnages qui étaient seuls à la barre de leur bateau, mais qui devaient en fait éviter la mutinerie, embarquer les hommes, les emmener d'ailleurs dans des combats affreux où tout le monde allait mourir. Mais donc j'espère que je suis pas en train d'amener mes équipes là-dedans. Mais disons que je trouvais génial. C'était déjà des managers en fait, ces gars-là. Ils se posaient la question de comment, quel truc je trouve pour embarquer les gars avec moi, à quel moment je me rapproche d'eux, à quel moment au contraire je garde une distance salutaire entre le château du bateau et puis la cale. Et c'est des personnages qui m'ont vachement marqué. Est-ce qu'aujourd'hui, professionnellement, tu as un allié ou une alliée? Au travail, tu veux dire? Ouais. Ouais, j'en ai plein. Déjà, j'ai quitté une entreprise que j'aime, qui m'a beaucoup apporté, donc je veux pas taper dessus, mais où la vie politique était intense, on va dire, et où parfois on était entouré de gens assez toxiques ou dangereux. Et je suis aujourd'hui dans une entreprise qui est pas du tout comme ça. Donc j'ai déjà pas cette sensation de pas pouvoir tourner le dos à quelqu'un. Je me sens en confiance. Donc je m'appuie énormément sur les équipes. Moi, mes alliés principaux, de toute façon, toute ma vie professionnelle, ça a été les gens qui bossaient avec moi dans mon équipe. C'est pour eux que je me lève le matin, en fait. Beaucoup plus que pour mes chefs. Parce que ça me plaît de me dire que eux sont contents de bosser avec moi, que je leur facilite la vie, que j'ai un impact positif sur leur vie professionnelle, que je leur donne un peu un moteur, que je les aide aussi avec du coaching à les faire progresser ou évoluer. Donc ça, c'est mes alliés principaux. De toute façon, ça a toujours été mes équipes. C'est peut-être un peu banal de dire ça, mais je sais qu'à chaque fois que je suis un peu déprimée ou que ça va pas, c'est souvent quand je vois que en dessous ça suit pas, qu'ils sont crevés, qu'ils ont plus la niaque. C'est clairement ça.
Et à qui tu peux en parler dans ce cas-là? Quand toi, tu vas pas bien parce que eux ne vont pas bien? Alors déjà, j'ai plutôt tendance à être assez dans la confrontation, c'est-à-dire quand je vois qu'il y a un problème, je préfère déjà cracher ma valda et aller voir la personne en disant bon, qu'est-ce qui se passe? Et en gardant quand même en dissociant, j'aime pas être une manager affective parce que l'affect ça nuit parfois à la confiance que les autres peuvent avoir. Ils peuvent se sentir eux-mêmes embarqués dans une relation trop émotionnelle et on peut pas dire les choses. Donc j'essaye toujours d'être très sincère, un peu brute de décoffrage, mais au moins on enlève l'affect et on se dit les choses. Donc quand il y a un problème, j'ai plutôt tendance à aller voir tout de suite la personne avec qui il y a un problème. Après, ça m'empêche pas d'avoir besoin, oui, d'avoir un petit défouloir et de raconter ma vie. Et donc là, j'ai ma mère, mon père et mon mari. Hein. C'est les proches, c'est les plus proches. Ceux qui comprennent rien à ta vie professionnelle, en fait, je trouve que ça t'oblige à la vulgarisation et ça t'oblige à prendre du recul quand tu leur racontes. On va revenir sur ton parcours professionnel et je voudrais que tu commences par me raconter la réussite professionnelle dont tu es la plus fière. Ta réussite professionnelle, celle où tu as contribué. Alors ça peut être une énorme réussite ou une petite réussite, mais en tout cas celle dont tu es la plus fière. Ok. Eh ben, elle est pas si ancienne d'ailleurs. C'est quand j'étais chez L'Oréal, donc j'ai eu une carrière assez linéaire, mais avec des allers-retours entre la France et l'international. Et lorsque je suis rentrée du Brésil, après 3 ans au Brésil sur une très grosse marque qui s'appelle La Roche-Posay, j'ai bossé pendant 2 ans chez Garnier. Donc chez Garnier, j'ai pas trop aimé mon expérience. Je trouvais que justement c'était très politique, que les gens étaient pas très sincères, que finalement avant les réunions, les gens venaient me voir en me disant toi t'as pas ta langue dans ta poche, mais fais gaffe, faut pas que tu dises la vérité parce que tu sais machin il préfère entendre ça, donc vaut mieux lui servir de la soupe, etc. Et donc ça je supportais pas parce que je trouve ça dangereux d'abord. Je trouve que c'est comme ça qu'on a les cas Volkswagen avec des catastrophes pas prévues, les gens ont peur, ils cachent des trucs, donc j'ai jamais fonctionné comme ça. Et au bout de 2 ans, j'ai demandé à bouger parce que je m'y trouvais pas bien, j'avais un gros poste. Et donc à ce moment-là, ils étaient en train de s'intéresser chez L'Oréal au rachat d'une marque qui s'appelle Saint-Gervais-Mont-Blanc et qui était une marque mais microscopique. Donc je passais du géant Garnier qui faisait plusieurs milliards de chiffre d'affaires à un truc qui devait vendre, je sais pas, il devait faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires exclusivement en France. Personne ne connaissait cette marque. Mais ils avaient découvert que était à vendre le portefeuille de produits, la source d'eau thermale qui s'appelait l'eau du Mont Blanc et la cure thermale. Alors la cure thermale c'est pas à vendre parce que c'est une mission de service public, donc c'était une délégation de service public auprès de la mairie, mais il y avait cette licence en fait de la marque et il y avait la gestion d'une cure thermale. Et je me suis dit, mais dans quoi tu vas t'embarquer? Et donc on est allé voir avec l'équipe de choc qui achète les marques chez L'Oréal ce lieu. Et j'ai trouvé le lieu absolument dans un état, honnêtement, ils avaient pas investi beaucoup, donc les équipes bossaient dans des locaux qui étaient vétustes, mais les gens étaient extraordinaires. Les patients de la cure, c'était des personnes souvent très abîmées par la vie parce qu'on soignait beaucoup de grands brûlés là-bas. Et quand ils racontaient leur cure en disant oui c'est vrai, bon bah c'est un peu décrépit mais qu'est-ce qu'on est bien ici, on est bien traité et l'eau est miraculeuse, c'est génial, etc. Et je me suis projetée, alors peut-être parce que j'avais voulu être architecte quand j'étais gamine, mais je me suis dit mais on va en faire un truc de fou quoi. Et donc j'ai rêvé, j'ai vu le lieu, c'est une espèce de petite vallée au pied du Mont Blanc avec des roches assez sombres et puis cette eau qui sent le soufre en plus, donc quand tu t'approches tu te demandes s'il y a un problème de chiottes mal gérées ou qu'est-ce que c'est que cette odeur bizarre, tu vois. Et en fait non, c'est l'eau hyper soufrée, t'es sur un volcan presque, c'est cette sensation là. Et donc on a fini par acheter cette marque, j'ai fait la recommandation de l'acheter, ils ont signé, etc. Puis ensuite on m'a donné la responsabilité d'intégrer cette marque au sein du groupe et de refaire intégralement la cure. Parce qu'on pouvait pas présenter cet endroit dans cet état à des journalistes, à des consommateurs, il fallait en faire un peu notre château représentatif de la marque. Notamment pour les Chinois qui aiment bien ce genre de patrimoine. Et du coup pendant 2 ans, tout le travail, ça a été avec les équipes
de la cure thermale qui n'avaient jamais bossé dans un grand groupe. Il y avait des médecins, il y avait des kinés, il y avait des esthéticiennes, il y avait des gens de l'accueil, et il y avait un comité de direction génial, que des femmes hyper courageuses, qui avaient vécu mais dans des conditions terribles. Leur boss d'avant était un mec d'ailleurs avec qui ça se passait très mal, etc. Et vraiment là on s'est retrouvés, ce groupe de femmes, à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu et comment on se projette. Et le premier jour après l'acquisition, j'ai réuni toute l'équipe et j'ai dit voilà, vous avez sûrement un peu des craintes, des espoirs, donc vous allez me dire tout ce dont vous avez peur et tout ce que vous espérez voir, et on va écrire ensemble un genre d'article de prospective, et vous allez me dire ce que vous aimeriez lire dans Le Monde dans 10 ans sur ce lieu. Et donc ils se sont mis à délirer sur c'est à la fois une cure et en même temps c'est un lieu totalement neutre carbone, intégré dans la forêt. Les gens du monde entier y vont, parlent 1000 langues. Enfin bon, ils se projetaient sur quelque chose de formidable. Et puis après, sur la base de ça, on a fait un projet archi, on a fait un appel d'offres, on a fait des travaux. La cure a dû rester ouverte pendant les travaux pour continuer à recevoir les curistes, les patients, mais aussi les clients qui venaient au spa, parce qu'il y avait un spa super sympa. Et ça a été très dur pour tout le monde, mais le jour de l'inauguration, on était le 29 septembre 2018, j'en ai un souvenir encore super ému. Jean-Paul Agon, qui est encore le patron de L'Oréal, est venu, parce que c'était un peu sa petite danseuse Saint-Gervais-Mont-Blanc. Il trouvait que c'était un joli projet, il avait envie de s'investir, et donc il a accepté de venir à l'inauguration. Du coup, à l'époque, le ministre de l'Intérieur s'est dit peut-être je vais venir aussi, donc on a eu un peu peur parce qu'on s'est dit oh là là, ça va nous échapper complètement. Finalement, il n'est pas venu, mais il y a eu comme ça une espèce d'énorme tension. On se disait il va pleuvoir, ça va être affreux, et il y avait un soleil magnifique, toutes les équipes étaient dehors, le lieu était magnifique, on avait fait vraiment un beau travail. Et là, ce jour-là, j'ai senti une immense émotion de la part de tout le monde. Et je pense que c'est un des plus beaux jours professionnels de ma vie. Tu t'étais appuyée sur quoi pour y arriver? C'est quoi le talent que tu as mis en œuvre pour arriver à ce stade-là? Alors, je pense un peu d'idéalisme. J'ai un peu tendance toujours à prendre mes désirs pour des réalités, j'avoue. Donc, je m'étais vraiment projetée de manière très ambitieuse sur ce lieu. Je voulais que ce soit parfait. Et en fait, j'ai dit, il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Et je pense que cette énergie-là a nourri l'énergie de ceux qui ont vraiment fait le truc, parce qu'il faut pas se leurrer. Je veux dire, moi, j'ai encadré un peu le truc, mais enfin, j'ai pas géré les travaux, j'ai pas géré le lieu. Il y avait une directrice de la cure qui a super bien tenu le truc et tout. Honnêtement, je pense que ce que j'ai pu faire, c'est leur transmettre mon ambition, ne pas leur transmettre mon stress, et leur dire si vous avez des stress, vous me les balancez à moi. Ça, c'est mon rôle. Et c'est un peu la blague de Moïse qui dort plus. Je sais pas si tu la connais. Moïse a emprunté de l'argent à Salomon et en fait il a tout dépensé et il peut pas du tout lui rembourser, et il dort pas. Et sa femme n'en peut plus. Et toutes les nuits elle lui dit mais arrête. Oui mais moi je suis embêtée. Tu comprends, Salomon m'a prêté l'argent et là moi je peux pas lui rendre. Et comment je vais faire et tout. Et Salomon il habite juste en face. Donc un jour, une nuit, la femme de Moïse, elle dit, écoute, là j'en peux plus, ça suffit. Donc elle se lève, elle ouvre la fenêtre et elle dit, Salomon! Alors Salomon se réveille, il dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Salomon, Moïse, ton argent, il a tout dépensé, il pourra pas te le rendre. Et là elle referme la fenêtre et elle dit, voilà, maintenant c'est lui qui dort plus. Et le job de manager, c'est ça. C'est d'accepter que toi, ton rôle, c'est d'être la poubelle à stress de tes équipes. À un moment, c'est pour ça aussi que t'es là. Et au lieu de déverser tout ton stress sur les autres, c'est plutôt à toi de dire, ok, vas-y, balance, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et ça leur enlève un couvercle de peur qui fait que derrière, les types, ils se sentent des ailes. Ils disent, ok, on va trouver des solutions, en fait, maintenant que j'ai enlevé la culpabilité, la peur de me faire taper dessus ou des choses comme ça. Donc ça, j'ai réussi à le faire, je pense, auprès de cette équipe pour qu'ils se disent, ok, maintenant, on est là que pour trouver des solutions et pas pour avoir peur des résultats. Est-ce que le fait d'être une femme t'a aidé dans cette réussite? Je pense que le fait d'être une femme, ça permet parfois de pas trop faire peur aux autres. Surtout que je joue pas justement les guerrières. Je souris beaucoup, je propose des cafés à tout le monde. Donc il y a sûrement des moments où les gens pensent que je suis pas très crédible. Puis bon, après ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Mais je pense que cette possibilité de laisser aux autres un peu de
comment dire, ils se sentent libres, ils se sentent pas menacés, ils se sentent pas attaqués, on fait pas un concours de quéquettes, quoi. Et ça fait qu'il y a plein de gens, finalement, qui se sont dit, oh, elle est sympa, puis elle a des bonnes idées, allez, on va lui faire confiance, ou on va la porter, ou on va la soutenir. Finalement, elle nous fera pas de mal. Et au fond, je leur ai pas fait de mal, mais disons que je suis arrivée à mes fins beaucoup plus facilement comme ça. T'as trompé l'ennemi. Un peu, ouais. Je pourrais pas dire ça. Est-ce que, néanmoins, tu as rencontré des difficultés particulières liées au fait que tu étais une femme pendant toute ta carrière? Il y a des frustrations. Effectivement, t'as des frustrations. Et quand j'étais au Brésil, j'avais un patron qui était vraiment la caricature absolue du macho. Et qui, dans des réunions, était capable de nous présenter au top management de L'Oréal qui vient de Paris. Et comme je te le disais, qui nous présente toutes les femmes à la table. On était Julia, qui est en charge de ça, Machinette qui est en charge de ça, etc. Et Monsieur Machin, directeur du commercial, et Monsieur Truc, directeur administratif et financier. Ça, c'est des trucs où t'as envie de te lever et de claquer la porte. C'est une évidence. Après, j'ai appris à tirer la chasse assez régulièrement et à me dire, ok, en fait, je m'en fous. De temps en temps, à pas mâcher mes mots et à dire... Et c'est de plus en plus facile, honnêtement, aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire une blague sur le sexisme et d'un coup, les types se disent, oh merde, avec MeToo, avec tout ce qui s'est passé récemment, ça nous a permis quand même de pouvoir mettre les pieds dans le plat de temps en temps sans qu'on nous traite de chienne de garde, chiante. Donc moi, j'essaie toujours de le faire avec humour, mais un humour suffisamment acerbe pour que les types se disent « Oups, j'ai peut-être un peu déconné, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » Mais donc oui, des frustrations. Et puis parfois la sensation qu'il faut en faire un peu plus à chaque fois pour convaincre. Mais moi j'ai toujours travaillé sur cette idée de liberté. Je pense que la liberté, te sentir libre, de claquer la porte, de dire non, je vais pas faire ce truc, ça m'intéresse pas, je veux pas. Enfin, cette liberté, cette distance avec le pouvoir, avec ce qui brille dans l'entreprise, elle fait à la fois peur, mais elle fait envie aux managers et aux ressources humaines dans les entreprises. Donc quand tu es au sein d'une très grosse boîte, montrer que finalement tu n'as pas les mêmes, tu fais pas partie de leur club, tu n'as pas les mêmes envies, t'es pas obligé de rentrer dans un moule et que t'as cette liberté et cette distance, ça te rend beaucoup plus désirable en tant que salarié. Et ça c'est un truc qui m'a aidé à dépasser mes frustrations et à me dire finalement même j'ai pas envie des mêmes choses que les autres. Et voilà, ça c'est un conseil que je peux donner à toute autre personne qui est dans une grosse boîte. Rentrez pas dans les moules ou les cheminements de carrière qu'on vous impose. C'est un bon conseil, je suis d'accord. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui, au quotidien, de favoriser ou de contribuer positivement un peu à l'égalité entre hommes et femmes au travail? Ah bah oui. Bah en tout cas, quand je me lève le matin, je l'ai quand même bien clairement dans la tête. Ça c'est sûr. Après, je suis dans une boîte aujourd'hui dans laquelle l'égalité homme-femme, dans notre comité de direction, je pense qu'il doit y avoir, j'ai pas compté exactement, mais je pense qu'il doit y avoir plus des 2/3 qui sont des femmes. Donc il y a très peu d'hommes. Du coup, je me sens d'un coup dans un univers où j'ai pas cette sensation-là. Mais faut pas se leurrer. Dès que tu passes dans certaines catégories socio-professionnelles, le terrain notamment, les gens qui sont sur la route, les commerciaux, la finance, il y a plus d'hommes. Et donc c'est vrai que c'est important de toujours avoir en tête de pouvoir valoriser un peu plus. Enfin, moi je fais pas de politique, j'en fais pas des tonnes en plus quand une femme réussit, mais simplement être capable de bien valoriser les choses, de pas faire les mêmes erreurs que ce qu'on a pu faire avec moi en fait. Et donc quand même les mots c'est important, faire attention à quels mots on emploie, comment on félicite les gens. Ce que je fais pas moi avec mon titre, de pas me présenter comme la directrice générale, je pense que j'essaye de mieux présenter les équipes et notamment de pas traiter différemment les hommes et les femmes sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt dans ton parcours professionnel? Ou réaliser plus tôt, tu vois? Je pense que je suis allée à mon rythme. Jusqu'à présent, j'ai pas trop de regrets. Non, je vais pas essayer de te trouver une. Non, si t'as pas, t'as pas. Non, je suis allée à mon rythme et tu vois, il y a eu des moments où on a essayé de me dire le prochain step, ça devrait être ça ou ça.
Et jusqu'à présent, j'ai plutôt réussi à résister. Donc non, je vais à mon rythme. Et mon rythme, il peut parfois justement passer par des choses plus petites. Des fois, je pense que les gens ont pu regarder ma carrière en me disant tiens, c'est marrant qu'elle ait fait cette étape-là. Mais à chaque fois, je me suis dit sois à l'aise avec tes choix, tu t'en fous en fait de ce que pensent les autres. Je pense que c'est un truc qui est vraiment essentiel. Mais c'est pas facile, hein. J'ai peut-être eu de la chance dans mon éducation, dans les modèles justement que mes parents ont pu me donner. Donc pour moi, c'était pas si difficile d'être à l'aise, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus dur. Donc je juge pas en disant bah ça va, soyez à l'aise. Non, des fois c'est dur. Une jeune femme qui rentre sur le marché du travail et qui vient te voir, qui te demande un conseil, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Je lui dirais connais-toi toi-même parce que je pense que aujourd'hui il y a des modes. Il y a toujours des modes, mais il faut essayer de résister à ce qui se fait le plus, à ce qui se like le plus, à ce qui est tendance. Un bon professionnel, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il aimait faire, ce qu'il aimait pas faire, ce qu'il aimait pas faire mais sur lequel il était plutôt bon, parce qu'il y a quand même plein de catégories différentes, et aussi qui est capable de faire le bilan régulièrement de ce qu'il aime dans sa boîte et ce qu'il rejette. Parce que j'ai eu pas mal de jeunes générations justement qui me disaient ouais mais tu vois ça c'est vraiment pourri dans la boîte, et oui il y a des trucs qu'on n'aime pas dans une entreprise. Moi j'ai toujours dit aux équipes fais le bilan régulièrement, pas tous les jours parce qu'il y a un moment où ça devient schizophrénique, mais fais le bilan une fois par an de te dire ok ça j'adore dans la boîte, ces valeurs là, ces projets là, ce qu'ils me proposent à moi aussi à titre personnel mais au monde, leur impact etc. J'aime. Et puis en revanche ça j'aime pas. Le jour où ce que t'aimes pas est supérieur à ce que t'aimes, c'est le moment d'aller chercher du boulot ailleurs. Et il n'y a pas de jugement ni pour toi ni pour la boîte, c'est juste que vous êtes plus en cohérence l'un avec l'autre. Mais tant qu'il y a plus de choses que t'aimes que de choses que t'aimes pas, essaie de changer un peu les choses que t'aimes pas, et puis surtout focalise-toi sur ce que t'aimes faire, sur ce qu'ils te proposent, sur les opportunités, parce que c'est un contrat de travail, donc ça va dans les deux sens. Si ce contrat, effectivement, l'équilibre est rompu, bon bah là il faut aller voir ailleurs, quoi. Donc je pense qu'aux jeunes qui cherchent du boulot et aux femmes, notamment parce que je pense qu'effectivement chez les mecs on apprend, moi j'ai 2 garçons, je vois bien dans l'éducation qu'on sert aux enfants, les garçons c'est t'as raison, fais ce que tu veux, il y a beaucoup de ça dans l'éducation qu'on donne à un petit garçon. Et une fille souvent c'est quand même tu devrais faire ça, tu devrais faire plaisir. Une fille ça doit faire plaisir aux autres. Et donc ça doit rentrer dans une sorte de moule finalement. Et je pense que à une jeune professionnelle, j'ai envie de lui dire, cherche pas à rentrer dans n'importe quel moule. Trouve le moule où t'es bien, celui que t'as envie de façonner à la forme de ton corps, de ton cerveau, de ton histoire. Construis un peu ton arbre professionnel. Je sais pas si tu connais cet exercice qui est super intéressant où on a un arbre avec des racines, des branches, et les racines c'est vraiment tout ce qui dans ton enfance ou ta jeunesse t'a aidé à devenir le professionnel que tu es. Et donc à savoir les identifier, ces moments-là, ça peut être la rentrée en 6e où on s'est foutu de ta gueule pendant une journée parce que t'avais un bonnet rouge, mais qui fait qu'après t'as porté ce bonnet rouge pendant toute l'année, même quand il faisait chaud, pour leur montrer que tu t'en foutais de leur avis. Et c'est personnel, effectivement, je l'ai fait. J'avais un peu chaud à la tête à la fin, mais ça c'est un truc qui m'a forgé, qui a fait que je résistais beaucoup après dans le boulot. Bon bah voilà, trouver ces racines-là, trouver les valeurs qu'on veut porter dans notre boîte ou dans notre boulot, et après, une fois que ça c'est clair, qu'on est bien à l'aise avec ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, c'est toujours plus facile ensuite de trouver la bonne boîte, trouver le bon job et de s'imposer. Une des questions que j'aime poser, c'est comment est-ce que tu te ressources? Comment est-ce que tu trouves ton équilibre? Parce que pour travailler longtemps, beaucoup, bien, je suis convaincue qu'il faut trouver un équilibre. Donc toi, qu'est-ce que tu fais pour trouver cet équilibre-là? Moi, je décroche radicalement quand je rentre à la maison. Ça m'empêche pas, allez, je sais pas, peut-être 20 soirs dans l'année, de m'y remettre après et me dire ok là j'ai un truc que je dois vraiment pondre pour demain, bon bah tant pis, mais c'est quand même très rare, je fais en sorte que ce soit rare, et j'oublie mon téléphone. C'est vraiment je laisse décharger le week-end, je ne veux plus, c'est même caricatural, c'est-à-dire que vraiment l'objet n'existe plus et le lundi je sais plus où il est exactement au moment de partir. Donc décrocher radicalement et vraiment me plonger dans ma vie de famille. J'ai des projets aussi un peu perso puisque je fais de la musique.
Nous, on a piano ici, comme t'as pu le voir. Donc, avec David, le soir, ça peut nous arriver, une fois que les enfants sont couchés, de chanter, jouer à tue-tête pendant une demi-heure. Ça permet vraiment que ton corps oublie les postures désagréables de la journée, qui sont liées au stress que tu peux avoir. Donc, c'est une vraie discipline pour le coup. Je suis pas une femme très sportive, donc je peux pas dire va courir tous les jours parce que je ne le fais pas. Mais voilà, chanter, prendre ma douche, faire à manger des bons trucs, me sortir un petit verre de vin et parler d'autre chose, lire des longues histoires aux enfants pendant une demi-heure, et après, s'il faut éventuellement me remettre dessus ponctuellement. Mais voilà. Est-ce que tu es optimiste sur l'évolution de la place des femmes dans la société ? Ou est-ce que t'as pas d'avis, ou est-ce que t'es pessimiste ? Non, je suis pas pessimiste. Je suis pas de nature pessimiste, parce que si j'étais de nature pessimiste, si tu veux, en ce moment, je continuerais pas à travailler dans une entreprise qui fabrique des biens de consommation. J'arrêterais tout et puis j'irais élever des chèvres dans le Vercors, quoi. Donc j'ai encore une ambition qui est peut-être un peu idéaliste et naïve, on verra. Mais j'ai l'ambition de me dire je dois faire ma part. Et donc sur l'écologie, qui est pour autant le sujet où on devrait être le plus pessimiste, sur l'impact positif que les entreprises peuvent avoir, j'ai encore de l'optimisme, mais en tout cas je suis volontariste. Et donc ça va aussi avec l'équité entre hommes et femmes, et cet équilibre, et comment on fait pour se nourrir des talents de chacun, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Moi je travaille vraiment sur l'idée d'inclusion et de diversité au global, pas uniquement sur le combat de la femme. Je pense que, en France en tout cas, je suis plutôt optimiste sur la place de la femme dans l'entreprise. C'est pas encore gagné, je trouve, sur la diversité d'origine. Mais voilà, j'ai envie de m'y atteler, en tout cas. Donc non, je pense que de toute façon, ça sert à rien d'être pessimiste, parce que ça te coupe les bras. Donc j'ai plutôt tendance à me dire, ok, on file le bilan et puis on se met un plan d'action et on y va, quoi. Ton prochain défi professionnel, c'est la dernière question. Mon prochain défi professionnel, c'est que on s'est donné comme objectif l'année dernière avec 200 autres entreprises Bicorp de passer à la neutralité carbone, la vraie, le net zéro, c'est-à-dire sans compensation, dans 10 ans avec la marque Mustela. Et on parle pas juste de l'usine qui produit une référence de Mustela, on parle de l'intégralité du bilan carbone. Et là, on vient d'avoir notre premier bilan carbone de base, en fait. Enfin, on en fait régulièrement, mais là, on vient d'avoir celui de cette année, donc sur lequel on va se baser pour la suite. Donc le défi est très clair. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et en plus, à ce défi-là, j'ai décidé qu'on rajouterait le fait de tendre vers le zéro déchet. Donc le vrac, la consigne, stopper les lingettes, enfin voilà, beaucoup de sujets hyper durs vu notre catégorie, mais il faut se donner des objectifs très très hauts, sinon on s'ennuie un peu. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Perrine. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Le Son de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes et retrouvez Le Son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le Son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.